Bonsoir à tous et bienvenue. Il est 18h30, c'est l'heure du nouveau journal de Direct 8. Et s'il est bien une question qui reste d'actualité, c'est bien celle de la laïcité. 150 ans pile après la loi de séparation de l'Église et de l'État, le sujet est plus brûlant que jamais. Vendredi, la phrase de Marine Le Pen assimilant les prières des fidèles en pleine rue à une occupation telle qu'on l'a connue pendant la Seconde Guerre mondiale provoque des réactions en chaîne. PS ou UMP, les politiques se voient contraints de se positionner sur la place des religions. Alors, la laïcité serait-elle menacée? C'est ce qu'on va tenter de savoir avec Maudie, Loïc et Nicolas. Bonsoir à vous. Bonsoir. Face à vous, Malek Chebel, anthropologue des religions et spécialiste de l'islam. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mais avant d'en venir à notre débat, comme d'habitude, on fait un point sur l'actualité du jour. Et pour commencer, des blindés contre la neige. En Ile-de-France, on ne lésine pas sur les moyens. En prévision des chutes de neige pour demain, 16 véhicules blindés de la gendarmerie sont parés à intervenir dans les départements de la grande couronne parisienne. Chaque fois donc qu'il y aura besoin de dégager des voitures bloquées. Les pouvoirs publics aussi ont pris les devants. Un centre interministériel de crise a été activé ce matin. En tout cas, tout le monde est bien prêt, comme a pu l'entendre Anne Devers. Dès que je vois 3 flocons de neige, je ferme. Je prends pas de risque. En plus, je suis en moto, donc je monte sur ma moto et je rentre chez moi. Et demain, je pense que je vais pas venir travailler. Il y a peu de chance. Les précautions que j'ai prises, je me suis acheté des bottes, vous pouvez constater, à 29,90 €, pas cher. En plus, j'ai des pneus neige, une couverture de survie et un thermos de café. Parce que la semaine dernière, je suis restée bloquée pendant 13h50 dans ma voiture. Alors, j'ai pas l'intention de recommencer. Les flocons annoncés arrivent. 34 départements de l'Est et du centre de la France sont placés en vigilance orange pour neige et verglas. Et attention, gros épisodes neigeux, on attend 5 à 15 cm de neige par endroit. Dans l'actualité internationale, scène de guerre en Côte d'Ivoire, au moins 6 personnes ont été tuées, au moins 8 blessées dans des combats à l'arme lourde entre partisans des 2 concurrents pour la présidence, Laurent Gbagbo d'un côté et Alassane Ouattara de l'autre. La communauté internationale redoutait à l'avance cette journée de jeudi. Alassane Ouattara, écarté donc du pouvoir ivoirien malgré sa victoire dans les urnes, avait appelé à marcher sur la télévision d'État. Mais il a échoué. Ce soir, elle reste aux mains du camp Gbagbo. Et à Londres, Julian Assange a été finalement remis en liberté. Après 2 tentatives infructueuses, la Haute Cour de Londres a confirmé en appel la décision de libérer sous caution le fondateur de Wikileaks. Détenu depuis 9 jours dans le cadre d'une procédure d'extradition vers la Suède qui souhaite l'entendre à propos d'une affaire de violence sexuelle. Julian Assange est donc libre mais ultra surveillé pour éviter toute fuite. Il devra donc porter un bracelet électronique, rester dans la propriété d'un de ses amis à environ 200 km de Londres et surtout réunir une caution de 283 000 €. Alors plusieurs célébrités comme le réalisateur américain Michael Moore ou encore le réalisateur britannique Ken Loach ont promis de l'aider à payer. Et on passe à cette découverte historique. Ce crâne que vous voyez là est celui d'Henri IV, assassiné il y a 400 ans par Ravaillac. Le bon roi Henri avait alors été embaumé et inhumé dans la basilique Saint-Denis. Mais en 1793, le corps du souverain est profané et sa tête dérobée. Au 19e siècle, elle réapparaît de temps à autre au gré de son passage chez des collectionneurs, puis tombe dans l'oubli avant d'être retrouvée en 2008 dans le placard d'un retraité. Et après une longue enquête médico-légale menée par des scientifiques et des historiens, elle vient donc d'être authentifiée, comme nous l'explique Philippe Charlier, le médecin légiste qui a dirigé une équipe internationale de 20 spécialistes. On n'a pas d'ADN, certes, mais on peut très bien se débrouiller sans. On a tellement d'arguments en faveur de l'identification, quasiment une trentaine d'arguments qui vont dans ce sens-là, et aucun argument d'exclusion que vraiment la vérité s'impose à nous. Cette tête est exceptionnellement celle de Henri IV. Et maintenant, eh bien, la tête devrait rejoindre la basilique Saint-Denis. Écoutez, le prince Louis de Bourbon, le descendant direct du roi de France. C'est une forte émotion, pas seulement par le fait de la découverte, mais aussi le fait d'avoir la tête d'un aïeul et si proche physiquement de moi. Et bon, maintenant, c'est une responsabilité morale et familiale que j'ai évidemment, et je vais essayer donc d'amener cette tête et de pouvoir l'enterrer à la basilique royale et près de tous mes aïeux. Et maintenant, place au débat. Une
petite phrase sur un sujet sensible et c'est parti pour une grosse polémique. Marine Le Pen, en comparant les prières de rue à une forme d'occupation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, a relancé le débat sur la laïcité en France. Alors avant d'en parler, éclairage avec Johan Cambefort. Vendredi dernier à Lyon, Marine Le Pen compare des musulmans qui prient dans la rue à l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Le monde politique condamne unanimement. Au passage, il semble découvrir que certains Français exercent leur foi dans la rue. Volonté ostentatoire ou contrainte matérielle, selon certains, il n'y a pas assez de lieux dédiés. Derrière les mots, les chiffres, 2000 lieux de culte, plus de 5 millions de musulmans. Par conviction laïque, il me paraît inacceptable qu'aujourd'hui on se retrouve avec dans l'espace public des hommes et des femmes qui prient, ça n'est pas possible. Laïque, ça veut dire quoi exactement en France? Que la religion n'a rien à faire sur la voie publique? Que certains comportements religieux sont tolérés et d'autres non? Dans les textes, la laïcité à la française trouve son fondement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Réaffirmée par la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Alors, les musulmans de France contraints de prier sur la voie publique portent-ils atteinte au principe de laïcité? Quoi qu'il en soit, du FN au PS, en passant par l'UMP, tout le monde a parlé laïcité cette semaine. De là à en faire un enjeu pour 2012, l'avenir le dira. Alors tout le monde a parlé laïcité cette semaine et nous aussi. Et justement, nous avons invité un spécialiste de l'islam, anthropologue des religions, Malek Chebel. Face à vous, je vous présente Maudie, qui est psychanalyste. Loïc, vous avez 25 ans, vous êtes prof de lettres et étudiant en arabe. Et Nicolas, vous avez 20 ans et vous êtes en bac pro technicien du bâtiment, études et économie. C'est exact. Honneur aux dames. Maudie, première question. Alors Malek, j'aurais voulu vous demander, puisqu'on parle beaucoup de laïcité, quelle est votre définition à vous de la laïcité? Comment vous pouvez nous éclairer sur ce terme dont on entend parler tout le temps? La laïcité, à mes yeux, c'est exactement la définition qu'elle a dans la Constitution française, tout simplement. C'est la séparation de l'espace public, de l'espace privé, et la religion faisant partie de l'espace privé doit rester dans l'enceinte des mosquées. Loïc. Alors, au regard de la loi française... et de la définition d'ailleurs que vous venez de donner. Voilà, et la définition que vous venez de donner, je me demandais si la question de la prière dans la rue relevait véritablement d'une question de laïcité. Non, pas du tout, je pense que ça n'a rien à voir. Le problème, c'est qu'il y a un historique à ce qui s'est passé là cette semaine. Déjà, la petite phrase d'ailleurs, ce qui a choqué le plus, c'est le mot occupation. Parce que les musulmans prient dans la rue, ça se voit depuis déjà une dizaine d'années, par exiguïté tout simplement des lieux de culte. Et puis il y a 2 endroits seulement en France sur les 2000 mosquées où les gens prient dans la rue. C'est ici à Paris et à Marseille. Donc n'exagérons pas. Et puis en plus, je pense que les autres devraient aussi se préoccuper de faire les bons diagnostics avant que Marine Le Pen le fasse à leur place et qu'ils s'engouffrent après. Vous voyez, donc le problème a un historique, mais ce n'est pas tragique, puisque c'est 2 endroits seulement qui posent problème. Oui, mais 2 endroits peut-être... L'occupation des sols et l'occupation par rapport à ce que dit Marine Le Pen n'a rien à voir. Mais justement, c'est ça, je pense que c'est simplement un lieu, la rue... Ah ben on est d'accord, là. On est tout à fait d'accord. Il y a, à mon avis, une sorte de surenchère qui est utilisé par Marine Le Pen dans le mot occupation, parce qu'il est à double sens. Tout à fait. Donc il y a cette surenchère-là, peut-être historique, on va dire, de comparaison un petit peu vaseuse, et puis qui a été donc condamnée par bon nombre de personnes. Mais il y a peut-être autre chose aussi, ce que disait peut-être Maudie ou même Loïc, qui refait surface à ces derniers jours, c'est que comme là, les musulmans font leur prière dans la rue étant un espace public, est-ce que donc ça pose, comme disait Loïc, un problème de laïcité? Il faut corriger ça. C'est absolument vrai. Il faut le corriger même le plus vite possible. Et je suis partisan de je défends la laïcité. Hein. Comme 99% des musulmans de ce pays défendent bec et ongle la laïcité qui, pour eux, symbolise le vivre ensemble dans ce beau pays. Donc je suis comme eux, je défends la laïcité. Il faut corriger ça très vite. Et je me demandais également, étant donné que la construction des lieux de culte pose un certain nombre de problèmes, quelle serait la solution pour que les musulmans de France puissent pratiquer des lieux de culte d'eux. Comment on corrige justement? C'est difficile, c'est tout le problème justement, c'est que la France ne participe pas au financement des lieux de culte, comme vous savez, puisque voilà, et les musulmans n'ont pas le droit d'amener de l'argent de l'extérieur, surtout quand il n'y a pas une grande transparence dans cet argent-là. Donc il faut que les associations musulmanes se constituent en fédération ou en fondation, de façon à être dotés à l'intérieur du pays, pour que plus tard, ils puissent construire eux-mêmes leurs mosquées. Nicolas.
Alors, bon, moi je pense de toutes les façons que chaque Français est attaché à la laïcité. Déjà, c'est un point fort. Depuis, comme l'a rappelé le reportage, la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Je pense que chacun a le droit de vivre de son culte dans un pays de démocratie comme la France. Mais justement, j'ai quand même une question. Est-ce que ce ne seraient pas les journalistes ou certains hommes politiques justement qui stigmatiseraient justement l'islam? Oui, l'islam fait peur, c'est indéniable, on le voit tous les jours. D'abord, donc il faut que ça se travaille, hein. C'est pas fatal, c'est pas une fatalité. Il faut que les musulmans communiquent mieux que ça sur leur culte. Et précisément, les Enfants d'Abraham, qui est une émission de cette chaîne, fait de la pédagogie dans ce cadre-là pour pouvoir dire que ça n'est pas sorcier, c'est une religion monothéiste qui respecte les autres. Et de l'autre côté, les petits lobbies, les petites chapelles et tout ça doivent cesser de faire tout le temps de chercher le bouc émissaire. D'accord, donc vous... on ne pourrait pas imaginer... Attendez, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire, parce qu'après on va partir sur autre chose, je pense, mais je ne voudrais pas défendre les confrères, mais quand même un peu. Vous avez dit que voilà, certains journalistes stigmatisés, vous pensez vraiment qu'il y a un rôle des médias sur ce Les médias amplifient... Non, attendez, les médias ne fabriquent pas l'événement. Hein. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est la faute des médias. Non. Mais les médias amplifient le phénomène, c'est leur rôle. Hein. Ils doivent informer et par conséquent, ils amplifient. Oui. Ils amplifient. Voilà. On aimerait qu'ils amplifient le bien aussi. Voilà, bien sûr. C'est sûr que voilà, quand il y a un événement, c'est aussi les médias qui choisissent de le mettre en avant ou pas. Et justement, même moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans qui me disent, voilà, c'est peut-être aussi voilà, dans le choix d'une rédaction. Mais il faut permettre aux journalistes aussi de faire leur autocritique et pas de les nommer. Bon autocritique, alors. Voilà. Pas non plus les rendre responsables de... Non, c'est pas ce que je voulais dire. On ne peut pas imaginer quand même que l'on pourrait voir les choses autrement. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de démagogie dans tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on nous montre partout les musulmans du 18e arrondissement qui prient dans la rue, mais on ne parle pas des catholiques qui font des processions au moment du 15 août ou ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'exagéré pour que nous, petits Français, nous ayons peur des musulmans parce qu'on relierait ça aux intégristes, aux attentats. Moi, je trouve même aux croisades. Et même aux croisades, oui. Moi, je trouve qu'on devrait élargir le débat. Là, on reste sur... On est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quelle est votre pensée là-dessus? Je suis d'accord avec vous. Il faut élargir le débat. Il faut considérer que les musulmans nés en France ou les musulmans participant à ce pays par leur travail, par leur talent, par leur civisme, sont des Français comme les autres, bien sûr, et ne pose pas problème. Bon, pour le reste, il y a une petite minorité qui pose problème, il faut l'isoler et la dénoncer. Voilà. Et donc, tout le travail, c'est un travail aussi de citoyenneté. Les gens doivent être aussi conscients des enjeux qu'il y a derrière. Loïc. Je me demandais même si, en fait, le débat religieux autour de la laïcité n'était pas finalement le seul terrain encore valable pour la xénophobie de s'exprimer. C'est possible. Je suis à peu près d'accord avec vous autant qu'avec Modi. Et en plus, je dis, je ne critiquerai pas les catholiques et les protestants et les juifs, parce que chacun balaye devant sa chapelle, si je puis dire. Ça fait partie aussi de la laïcité. Bon, à partir de là, est-ce que c'est le dernier carré des gens qui veulent un peu mettre l'huile sur le feu? C'est possible. Malik Chebel, justement, parce que là on a vu que beaucoup, donc c'est parti de cette phrase de Marine Le Pen du Front National, mais le PS a embrayé, l'UMP a embrayé, ils sont tous un peu positionnés et clarifié leur position. Ils ont peur de perdre du terrain politique sur les électeurs. C'est ça l'absurdité. Est-ce que ce thème de la laïcité, de la place des religions, va pas devenir un thème central de la prochaine présidentielle qui arrive à grands pas? Est-ce que vous le redoutez ou pas? Est-ce que c'est un sujet trop sensible pour... les musulmans n'ont pas à redouter que la laïcité, le bien commun de ce pays, soit un thème central des élections, des prochaines élections. Ni même la violence, je vais vous dire. Ils n'ont pas à le redouter. Sauf que les hommes politiques et les pédagogues, tout autour, les journalistes, les enseignants, les psychanalystes, les ingénieurs, etc., doivent expliquer autour d'eux qu'il y a des enjeux politiques et des enjeux de société, et que chacun prenne ses responsabilités, y compris dans l'écoute et dans la lecture des événements. Il nous reste très peu de temps. J'aurais une dernière question à vous poser sur l'actualité récente également, parce qu'il y a eu des jugements qui ont été rendus à la fois sur le voile au volant, donc qui a été permis, et au contraire une salariée voilée qui a été licenciée pour faute grave. Voilà, vous voyez bien. Porter le voile. Quel regard vous avez sur ça? Nous sommes bien dans un pays démocratique où la justice est libre. Il y a des tribunaux qui jugent dans un sens, il y a d'autres qui jugent dans un autre sens. C'est tant mieux, il y a un débat. Il faudrait peut-être que les gens, que les consciences s'apaisent et qu'on en arrive
à se parler tranquillement un peu plus tard. Eh bien, nous allons clore le débat. Un grand merci à Maudie, Loïc et Nicolas. Un grand merci à vous, Malek Chebel. Alors, je rappelle, vous avez écrit beaucoup de livres, j'en ai quelques-uns. J'ai Le Coran pour les nuls et l'Islam pour les nuls. C'est aux éditions First Edition. Et puis, le dictionnaire amoureux des 1001 nuits. C'est joli c'est le dernier et c'est joli pour les fêtes de Noël. Merci à vous d'être venus. Je rappelle qu'on vous retrouve sur cette même chaîne, dans Les Enfants d'Abraham, présenté par Michael Gage, avec le père Alain Damorandais et le rabbin Haïm Korsia. C'est un mardi sur deux, il me semble. Un mardi sur deux, 23h30, et tout le monde, un mercredi sur deux. Un mercredi sur deux. Et à 23h30, et tout le monde devrait prendre exemple sur nous pour voir qu'on peut parfaitement être juif, chrétien et musulman et se parler avec respect. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le débat se poursuit maintenant. Mais sur le site internet lenouveaujournal.fr, n'hésitez pas si vous voulez participer ou donner votre avis. C'est possible. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Marc Morandini et toute son équipe, bien sûr, pour un décryptage de l'actualité des médias. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. À demain, 18h30.